Sur une image panoramique de San Francisco en 1877, nous voyons un collage d'architecture historiciste, des colonnes ornant l'entrée de bâtiments très majestueux. Ils se distinguent comme des épouvantails de certaines des cabanes en bois qui les entourent. Nous voyons des flèches et des tours gothiques au loin. Nous voyons des cathédrales et des bâtiments en forme de dôme. Nous voyons également à quel point la ville est devenue tentaculaire et immense. En 1846, moins de 500 colons mormons vivaient sur le territoire que nous appelons aujourd'hui San Francisco. C'était Frontierland, prête à être conquise. Entre 1848 et 1849, avec le début de la ruée vers l'or en Californie, la population est passée de 1000 à 25 000 habitants. 28 ans plus tard, quelqu'un a réalisé cette photo panoramique. La population à cette époque, nous dit-on, approchait les 200 000 habitants. Comment peut-on croire une telle histoire? Est-ce que cela ressemble à une ville de 200 000 habitants, sans aucune technologie moderne, des outils électriques, des machines automatiques, des moteurs électriques? Un peuple dans un pays étrange et inconnu qui ne fait que laisser sa marque. Pouvons-nous vraiment croire qu'un peuple en plein essor a construit cette ville entière en seulement 30 ans? Et encore une fois, un tel calme, une telle immobilité. C'est la photographie d'une ville vide. Où sont tous les gens? L'ombre du poteau ici nous indique qu'il ne s'agit pas des premières heures du matin. Les ombres courtes n'apparaissent que vers midi. Une ville de cette taille à midi devrait être animée. Mais il n'y a pas une seule personne dans le plan de ce panorama. La seule vie que nous voyons est celle d'un cheval, sans aucun maître en vue. Il semble très improbable que tous les gens aient été priés de rester à l'intérieur parce qu'une séance de photos de paysages urbains avait lieu. Et cette scène silencieuse devient encore plus étrange lorsque l'on sait qu'il y a une intention derrière l'objectif. Quelqu'un était là, debout à un point d'observation, et a pris cette photographie. Mais qui? Et dans quel but? Et quelles sont les chances pour qu'au XIXe siècle, au cours de décennies similaires, nous voyons des villes russes, européennes et nord-américaines désertes, photographiées de la sorte? Et puis, quelques années plus tard, nous trouvons les mêmes endroits grouillants de monde. Un peuple clairement incapable de construire l'architecture que l'on trouve dans ces villes. Et que faire de ces photographies? Si nous acceptons le récit et ces étranges anomalies, alors nous nous arrêtons ici et retournons à nos vies bien remplies. Mais le récit que nous avons reçu n'est pas la vérité. Et nous ne devrions accepter aucun récit, aussi officiel et certifié soit-il, à moins qu'il ne soit logique. Les personnes que nous voyons sur ces photos et leurs premiers ancêtres n'auraient pas pu construire la magnifique architecture que nous voyons. C'est une impossibilité. Allez, embarquez. Nous devons nous aventurer plus loin dans ces villes et regarder d'un peu plus près. Il doit y avoir des indices qui attendent d'être découverts pour nous aider à comprendre pourquoi ces villes sont vides. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous voulez d'abord essuyer la boue de vos bottes? Ne vous embêtez pas, c'est une perte de temps. Allez, embarquez et allons-y, car c'est la boue qui nous offre quelques petits indices sur ce qui a pu se passer pendant cette période. En juin 2011, Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a subi un tremblement de terre qui a laissé une grande partie de la ville dans le chaos, détruisant des bâtiments et des infrastructures et laissant plus de 50 000 foyers sans électricité. Des maisons se sont effondrées, des conduites d'eau se sont rompues, des inondations ont eu lieu et des incendies ont éclaté en raison de la rupture des lignes électriques. Du fait des forts mouvements du sol et des secousses intenses, une partie de la ville a connu un phénomène étrange, connu sous le nom de liquéfaction du sol.
Des éboulements de sable ont émergé des routes asphaltées, faisant basculer et sombrer les voitures et provoquant la chute de blocs rocheux des collines, entraînant davantage de dommages aux habitations. La liquéfaction du sol se produit lorsqu'un sol saturé perd sa force et sa rigidité en réponse à une contrainte appliquée, comme des secousses ou d'autres changements soudains, comme une forte explosion. Un sol saturé, meuble ou du sable a tendance à se comprimer lorsqu'une charge est appliquée. Mais en cas de contrainte telle qu'une secousse ou une explosion, on observe le contraire. Le sol a tendance à se diluer et il en résulte des sables mouvants ou de l'argile rapide traître. La terre se transforme en liquide, ce qui fait que les structures de masse lourdes comme les bâtiments, les infrastructures et les voitures commencent à s'enfoncer, se renversent ou s'effondrent. Cela peut également affecter les barrages et les ponts. Les courants de turbidité peuvent également former d'énormes glissements de terrain impossibles à arrêter. Dans le pire des cas, des villes entières peuvent être détruites. Comme vous pouvez le voir, la liquéfaction peut déplacer des zones entières de terre. La boue peut s'élever de façon spectaculaire et rapide, et sa force destructrice est inarrêtable. C'est un phénomène bien documenté. Le tremblement de terre de 1964 à Niigata, au Japon, a provoqué une liquéfaction, et on peut en voir les effets très clairement sur ces photos. La même chose ici, avec le tremblement de terre de 1964 en Alaska. Des bâtiments qui tombent, des voitures qui coulent, des infrastructures qui s'effondrent. Une fois la tension retombée, le sol commence à se solidifier à nouveau, et nous pouvons voir les conséquences. Des rues boueuses et inégales subsistent là où il y avait autrefois un revêtement routier. Si nous revenons aux photographies des villes du XIXe siècle, nous constatons une situation similaire ici. Les routes sont peu raffinées et pleines de boue. Nous voyons partout des routes inégales, grossières et boueuses, sans sophistication, sur fond d'architecture raffinée, sophistiquée et magnifique. Ces villes auraient-elles pu subir le même sort de liquéfaction du sol qu'à une époque plus récente? Peut-être. Mais malheureusement, les routes boueuses ne sont pas une preuve suffisante pour tirer des conclusions, n'est-ce pas? Les enfants sont ceux qui posent les questions les plus essentielles et les adultes, dans leur stupeur brumeuse, fournissent généralement les réponses les plus insatisfaisantes, régurgitant souvent des informations savantes et absurdes qui laissent l'imagination de l'enfant insatisfaite. En se traînant le long de ces routes boueuses du XIXe siècle et en observant son environnement, un enfant peut se demander « Pourquoi ont-ils construit les fenêtres si bas par rapport au sol ?» Que quelque chose